Et on va continuer à vous parler de cette journée mondiale de l'eau. Nous sommes le 22 mars, c'est aussi le début d'une conférence, d'un sommet de l'ONU sur l'or bleu à New York. L'or bleu, cette richesse naturelle de plus en plus rare. Alors comment mieux gérer les ressources en eau face aux sécheresses notamment? Comment favoriser aussi l'accès à cette ressource vitale dans le monde? On en parle avec Tristan Mathieu. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Bonsoir. Vous êtes le directeur du développement durable chez Veolia France. Avec nous également en direct de New York aux États-Unis, Esther Delbourg. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste de l'eau, spécialiste des ressources en eau. Esther Delbourg, la première question, elle est pour vous. Y a-t-il, oui ou non, aujourd'hui dans le monde, une crise de l'eau ? Alors malheureusement, oui, la crise de l'eau est imminente. En fait, il faut savoir qu'on a depuis de très nombreuses années extrait à un rythme plus rapide qu'elle ne peut se renouveler l'ensemble de nos ressources en eau, qu'elles soient en surface ou dans les nappes phréatiques. Et ça, c'était à une époque où on avait encore un changement climatique relativement modéré et des pluies normales. Aujourd'hui, avec l'accélération des sécheresses, notamment en France, comme on a pu le voir, un problème de replénissement de nos ressources et peu de pluie, la situation ne peut que s'aggraver. Tristan Mathieu, comment expliquez-vous ce constat? Il fut un temps pas si lointain où, pour l'imaginaire collectif, la sécheresse, notamment le manque d'eau, ça touchait une partie de l'Afrique, notamment le Sahel, avec l'avancée du désert. Comment expliquez-vous cet état de fait dont vient de nous parler Esther Delbourg? Je crois que Madame Delbourg l'a dit, c'est vraiment les effets du changement climatique sur le cycle de l'eau qui crée ce bouleversement et qui fait que l'eau est presque le signal le plus important de ce changement climatique. Parfois, il y en a beaucoup trop et puis très souvent, il n'y en a pas assez. Et c'est vrai à peu près partout dans le monde. Quel est l'état en France aujourd'hui, par exemple? En France, on vit une situation qui devient difficile, même très difficile. En France et dans les pays voisins, forcément. Oui, alors, mais la France est peut-être un peu plus impactée que les pays voisins. Les pays du sud de l'Europe ont connu plus tôt, on pense à l'Espagne, on pense à l'Italie, ont connu plus tôt, je dirais, ces tensions sur la ressource. Nous, on a souvent estimé qu'on était très préservés et on n'a peut-être pas vu ce changement climatique et son impact tel qu'il se fait sentir aujourd'hui, avec pratiquement 2 années, en tout cas deux années sans beaucoup de recharge de nappes, qui fait qu'aujourd'hui, il y a 80% des nappes qui sont en déficit. Ouais. Pourquoi on était préservé jusque-là, la France? On était préservé parce que c'était un pays où la pluie était relativement abondante, relativement régulière, et puis ce changement climatique qui affecte toute l'Europe et le monde entier, dans ces zones-là est particulièrement criant, et on voit aujourd'hui des phénomènes comme les incendies en Bretagne, les incendies en Gironde. En hiver? En hiver. On a vu aussi. Et donc des signaux très très forts sur les ressources en eau. Alors 2 milliards de personnes privées d'eau potable sûre au moins selon l'ONU. Toujours selon les Nations Unies, 2 milliards 300 millions de personnes. C'est tout de même 29% de la population mondiale qui ne bénéficie pas de services d'hygiène de base. Esther Delbourg, pendant longtemps, on a cru que l'eau était une ressource inépuisable. Ressource vitale certes, mais qu'elle devait être gratuite ou pas chère. Aujourd'hui, elle devient rare, on l'a dit. D'ailleurs, est-ce que c'est un bien public ou un bien privé, selon vous, économiste de l'eau? Alors c'est toute la grande question. L'eau normalement devrait être un bien commun, c'est-à-dire un bien accessible à tous, qui n'est pas rival, donc n'importe qui peut pouvoir y accéder, et qui n'est pas exclusif. Seulement dans la réalité, on se rend bien compte qu'il faut bien payer pour l'eau. Vous l'avez dit, 25% de la population dans le monde n'a pas accès à de l'eau potable tous les jours pour leurs besoins. Donc à partir de ce moment-là, il y a ce flou entre le bien commun et le bien privé. C'est la première chose. Ensuite, il faut se rendre compte qu'il y a 2 types d'usage de l'eau qui sont importants à distinguer et qui... Je pense que cette distinction fait qu'on prend du retard. La première, c'est qu'il y a l'eau qui relève du droit humain, qui est l'eau qu'on boit tous les jours pour se nettoyer, pour cuisiner, qui, elle, est indispensable à la survie de l'homme. Mais après, vous avez l'eau qui est utilisée comme un facteur de production économique, qui rentre dans la production de notre alimentation, de notre industrie. Et cette eau-là, en fait, est un facteur de production économique. Ce n'est pas un facteur de droit humain. Et c'est cette eau-là qu'il faudrait absolument payer à un tarif plus haut. Ouais. C'est ce que vous appelez l'eau cachée? Alors c'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle. En fait, on mesure l'empreinte carbone de l'ensemble de nos activités et on peut faire exactement la même chose sur l'eau en mesurant l'empreinte eau de notre alimentation et de l'industrie. Effectivement, c'est une eau qu'on ne voit pas. Si vous réfléchissez à ce que vous avez mangé aujourd'hui à déjeuner ou ce que vous allez manger ce soir, il y a une empreinte eau en général assez forte associée à cette alimentation. C'est potentiellement un des plus gros scandales qui va arriver aujourd'hui parce que c'est une eau qu'on ne voit pas et donc on n'a jamais réglementé, à laquelle on ne réfléchit pas et qui est en train en fait de piller la plupart des ressources de notre monde parce qu'on l'utilise mal.
Donc vous voulez dire que si je mange un avocat, je me dis je ne bois pas d'eau et pourtant il faut beaucoup d'eau pour le produire. L'industrie aussi est très consommatrice, on parle notamment des jeans. Oui, le textile, de façon générale, est extrêmement consommateur en eau. Évidemment, la question, c'est pas grave qu'on consomme de l'eau. La question, c'est qu'il faut le consommer au bon endroit, au bon moment et pour les beaux usages. Quand vous exploitez beaucoup trop d'eau, par exemple, dans des plaines du Pérou ou du Chili, qui sont déjà asséchées pour produire des avocats, ou quand vous produisez des jeans en utilisant de l'eau de régions arides en Inde, par exemple, effectivement, là, on peut se dire que l'utilisation de l'eau est complètement sous-optimale. Par contre, produire du blé dans des régions en France où on a relativement de l'eau, c'était plutôt un bon usage. Alors, je me tourne vers vous, Tristan Mathieu, parce qu'à un moment donné, il faut se dire aussi que c'est un choix politique et un choix de vie et peut-être de solidarité internationale. 670 millions de personnes n'ont aucune installation pour se laver les mains. Je dis bien 670 millions. On imagine la problématique lors de la pandémie, par exemple, de Covid-19. Et pour autant, l'eau que la plupart des pays, notamment riches ou occidentaux, utilisent aux toilettes, au WC, c'est de l'eau potable. Oui, alors c'est vrai que cette ressource commune, là, il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut la partager, il faut la prélever de manière raisonnée et évidemment trouver des solutions pour faire face à cette crise. Alors, c'est clair que sur ce sujet d'utiliser de l'eau potable pour des usages qui n'en ont pas besoin, on peut encore pas mal progresser dans le monde. 20% de l'eau potable en France finit dans les WC. Oui, alors 20% en effet de cette eau potable finit dans les WC. Ceci étant dit, évidemment, que ce soit de l'eau potable ou non, c'est toujours de l'eau et ça ne résout pas le problème quantitatif. Ce qu'il faut vraiment, c'est ralentir le cycle de l'eau, désimperméabiliser et puis surtout utiliser de nouvelles technologies qui vont nous permettre d'être beaucoup plus efficients. Il y en a un certain nombre. Il faut chasser les fuites d'eau dans les réseaux d'eau. C'est 20% à peu près aujourd'hui en France. Chez Veolia, on a un taux qui est sensiblement inférieur à ça, mais on peut encore progresser et puis également développer ces ressources alternatives, notamment la réutilisation des eaux usées traitées. Le recyclage ? C'est du recyclage, c'est de l'économie circulaire. C'est faire en sorte que les eaux usées que l'on utilise, au lieu de les rejeter souvent en mer, on puisse les réutiliser une fois sur le continent pour des usages urbains. Ça peut être pour nettoyer des canalisations, par exemple d'assainissement, qui aujourd'hui aussi se fait à l'eau potable, pour des usages de l'usine et aussi pour des usages agricoles ou de tourisme. La France a beaucoup de façades maritimes. L'eau de mer, solution ou pas ? L'eau de mer, mondialement, c'est une solution pour certains pays qui sont en stress hydrique très important. Nos voisins espagnols, si vous allez à Barcelone, Veolia gère des services d'eau et notamment celui de Barcelone. Et on a une très grosse usine qui fait de la réutilisation des eaux usées traitées. On réinjecte même des nappes. Mais en France, c'est beaucoup plus faible parce que la première des ressources, c'est quand même bien cette eau usée qu'on peut traiter. Esther Delbourg, le manque d'eau, le fait de ne pas avoir accès à une eau potable ou autre, quelles en sont les conséquences de par le monde ? Alors, évidemment, ça dépend des endroits. Si vous prenez la plupart des grands pays développés, dont fait partie la France, on a toujours eu de l'eau, ou alors on avait de l'argent pour y accéder. Maintenant qu'on se retrouve face à des vrais problèmes où l'eau potable peut venir à manquer, il faut mettre en place une gouvernance de l'eau à tous les niveaux et une coordination entre tous les acteurs, parce qu'en général, les tensions autour de l'eau proviennent de la compétition des usages, entre les usages domestiques, vous et moi, ce qu'on a tous les jours, les agriculteurs, les industriels. Et donc, avec le changement climatique et la pression, il va falloir faire des choix. Qui on va privilégier, pour quels usages ? Sachant que si, par exemple, on décide de stopper l'irrigation pour certains biens agricoles, on va quand même continuer à les importer d'ailleurs. Donc, en fait, on va continuer à assécher peut-être d'autres régions du monde. Ouais, mais dans les pays du Sud, justement, dans les pays du Sud, Esther Delbourg, c'était le sens de ma question. En clair, pour être plus direct, est-ce que c'est, sans faire de mauvais jeu de mots, est-ce que c'est source de conflits et de conflits y compris armés ? Absolument. Alors, les sources de tension, en général, on voit quand il y a des déplacements de population qui sont pas forcément dus au début à l'eau, qui peuvent l'être, mais en général, on voit que les populations, notamment qui ont dû être déplacées dans les dernières années, notamment au Niger ou au Mali, quand elles se déplacent, elles perdent leurs terres, donc elles perdent les ressources en eau qui entourent. Avec le changement climatique, la plupart des terres sont asséchées ou il y a une désertification massive, et donc c'est des gens qui se retrouvent dans des situations de famine, ce qui aggrave encore plus les conflits civils. Donc en fait, les guerres de l'eau à proprement parler n'existent pas en tant que telles. Par contre, les guerres qui sont dues à des externalités liées au manque d'eau, la famine, elles existent réellement. Et elles vont, a priori, accroître de façon de plus en plus significative dans le monde. Oui. Il y a notamment la question du contrôle de l'eau au Proche-Orient aussi qui attise les tensions. Tristan Martin, 1000 communes en France qui sont, comme on pourrait dire, en état de stress hydrique ou...
Oui, c'est ce qu'on a vécu cet été. Ça a été quelque chose de très très révélateur et d'avoir ces 1000 communes qui ont eu des interruptions d'alimentation en eau ou une alimentation en eau qui a été assurée parfois par des citernes. C'est-à-dire qu'on a transporté cet été en France de l'eau dans des camions pour alimenter les gens. Donc vraiment, je crois que là, il faut mettre en place très rapidement des solutions. Mais ce sont des communes agricoles essentiellement? Ouais, ce sont des communes qui souvent n'ont pas Rurales? d'interconnexion avec d'autres communes, souvent des communes rurales, mais pas uniquement, parce qu'il y a quelques grandes métropoles françaises qui ont été pas très loin d'être en interruption d'alimentation en eau, parce que pour des phénomènes notamment de baisse des niveaux des fleuves. Et les solutions, c'est interconnecter les réseaux, chasser les fuites d'eau, mettre de la technologie pour mettre des sondes qui vont nous prévenir et réinvestir dans ces réseaux d'eau. Plus d'un mois sans une goutte de pluie en France, même si ça tombe un petit peu depuis quelques jours, ça suffira pas? Non, ça ne suffira pas. On va avoir un deuxième été très difficile. Et puis surtout, ce deuxième été très difficile, il va falloir qu'on s'habitue et qu'on s'adapte et trouver les solutions parce que c'est ce qui va se répéter à l'avenir. D'ici 2050, ça va devenir pratiquement une norme. Un été sur deux sera comme celui qu'on a connu l'année dernière. Alors, il y a cette conférence aux Nations Unies. Esther Delbourg, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors, cette conférence aux Nations des Nations Unies n'est pas une COP, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu un travail ou un agenda sur lequel les États vont se mettre d'accord. En revanche, il y a en ce moment une série à peu près d'une centaine d'engagements que le secteur privé, le secteur public et les institutions civiles sont en train de prendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait depuis les années 70 qu'il n'y a pas eu de conférence dédiée à l'eau. Au moins, après cette conférence, on peut espérer que l'eau soit un sujet qui soit traité à part entière, non seulement dans les prochaines COP, mais par chaque entreprise qui, même pas forcément concernée directement par l'eau, commence à nommer ses propres directeurs eau ou ses responsables eau. Donc le sujet va émerger, on l'espère, au même titre que le carbone l'a été dans les dernières années, pour qu'on puisse rattraper ce retard et mettre en place une gouvernance mondiale, européenne, nationale, pour gérer ces problèmes. Merci beaucoup Esther Delbourg d'avoir répondu à nos questions en direct de New York. Merci également à vous Tristan Mathieu pour votre éclairage.